Vous connaissez les personnalités qui sont devant vous ici. Je voudrais d'abord dire que ces assises ici présentes, ce n'est qu'une session d'information et d'appropriation d'un mécanisme innovant qui vient compléter les mécanismes existants justement pour donner l'alternative au vécu quotidien de la population, nos populations qui vivent dans la forêt et qui vivent de la forêt. Alors, ces populations avaient trop longtemps entendu, certes, il existe des mécanismes qui leur donnent le bénéfice de leurs droits des gardiens, de leurs droits des propriétaires des forêts, qui constituent aujourd'hui la manne, qui constitue aujourd'hui l'élément par excellence de nous protéger, de sauver l'humanité face au réchauffement de la planète. Il est demandé à cette population-là de consentir des sacrifices, de changer le mode de vie, de changer leur comportement, de ne plus utiliser ce qu'on appelle moteur de déforestation, c'est-à-dire l'agriculture itinérante sur brûlis, c'est-à-dire l'utilisation à outrance des bois comme énergie de chauffe, c'est-à-dire dans les exploitants forestiers, parce que nous avons toujours besoin de bois d'œuvre. On est ici devant le bois d'œuvre, le bois de travail, le bois de service, que cela se gère de manière rationnelle, de manière durable. Alors, ce genre de changement de mode de vie nécessite des fonds. Alors, les populations ont consenti, ont accepté et ont adhéré à la démarche de lutte contre le réchauffement de la planète, mais les populations attendent de l'alternative. Cette alternative vient à compte-gouttes. Il y a plusieurs initiatives qui existent, surtout dans le cadre des RED+. Alors, le TFFF, c'est une initiative qui est venue cette fois-ci renforcer l'existant, combler les lacunes de l'existant. Tout simplement ça. Donc, en résumé, l'atelier d'aujourd'hui n'a pas été l'atelier d'éclore, de dire ce que nous voulons en termes chiffrés ou pas. C'était l'atelier d'information de cette initiative créée, initiée par la République fédérative du Brésil, qui avait demandé à la République démocratique du Congo. Depuis 2 ans, aujourd'hui, on est en échange pour parler. Le fruit commence à mûrir. Il leur a demandé d'apporter l'information à la région du bassin du Congo, parce que l'initiative sera lancée au Brésil en novembre lors de la COP 30. Équitable, effectivement, nous voulons des financements qui reconnaissent les efforts de nos pays en matière de gestion durable des forêts, en matière de prise en compte des populations locales et communautés locales. Donc, c'est un changement de paradigme aujourd'hui. Nous ne voulons pas un fonds pour un fonds, mais nous voulons un fonds qui change la donne et un fonds qui soit aux côtés du développement de nos pays, aux côtés du bien-être de nos populations et communautés locales. Voilà, c'est ce que ici multiples, vous pensez que ce sont des rencontres multiples, mais ce sont des rencontres, vous parlez des COP. Les conférences des partis servent à faire l'évaluation des engagements pris par les États de manière globale. Nous irons à la 30e COP, on fera aussi cette évaluation. L'évaluation, c'est quoi? Les scientifiques nous ont alertés du danger que court le monde par rapport au réchauffement de la planète. Il a été demandé à tous les États de prendre des engagements, chacun en ce qui les concerne, de désormais se battre pour les objectifs suivants. Premièrement, faire en sorte que nos économies soient sobres en carbone, de sorte que d'ici 2050, nous puissions maintenir la moyenne de la température planétaire à 1,5 degrés Celsius. Et tant d'autres objectifs, par exemple l'adaptation, que nos États puissent s'adapter à la nouvelle donne des climats. À part l'atténuation, il y a aussi des contributions déterminées nationales. Chaque État devra prendre l'engagement. En ce qui nous concerne, nous avons la capacité de diminuer la pollution à autant. Chaque année, nous avons nos CDN. C'est ça le rôle des conférences des partis. Et pendant ce temps, on échange aussi l'expérience. Nous faisons les points pour dire quelles sont les pratiques que vous avez faites pour aider, par exemple, à la déforestation. Comment vous avez fait pour accéder aux fonds qui peuvent aider la population pour l'alternative? Et c'est l'évaluation que nous faisons. Il faut dire que autant d'années durant, depuis la Convention de Rio en 1992 jusqu'à ce jour,
de plus en plus, il y a l'information, le monde est de plus en plus informé pour dire que voici la solution basée sur la nature pour lutter contre le réchauffement planétaire. Entre autres, ce sont les forêts. Donc les forêts ont pris de la place, à côté bien entendu des minéraux stratégiques, à côté bien entendu des autres procédés, mais les forêts, c'est la stratégie, la conservation des forêts, je voudrais dire, c'est la stratégie par excellence pour lutter contre le réchauffement de la planète. Maintenant, en ce qui concerne les bénéfices de la population, c'est vrai, il y a plusieurs initiatives, ça tombe à compte-gouttes, mais nous ne pouvons pas éluder. Je peux dire pour les cas de la République démocratique du Congo, la RED+, elle a commencé timidement, mais nous sommes dans une trajectoire qui nous aide aujourd'hui à capter les fonds, par exemple, des crédits carbone. Hier, il n'y en avait pas. Nous avons pu modifier notre cadre juridique à intégrer la nouvelle donne du climat. C'est justement grâce à des engagements que nous avons pris. Nous sommes parvenus aujourd'hui, nous sommes en train de construire un bâtiment qui va abriter le centre de surveillance forestière, justement par rapport aux engagements que nous avons pris. Et nous puisons des expériences des autres. Nous avons aujourd'hui autant d'experts, de négociateurs en matière de climat, en matière de ressources en eau, en matière globalement de l'environnement. Justement, c'est grâce à ces conférences-là. Nous ne rentrons pas bredouilles totalement, nous gagnons et aujourd'hui nous venons de gagner l'initiative du Brésil et nous pensons que ça va encore être bénéfique. La capitalisation de nos ressources naturelles, c'est-à-dire une forêt qui est là n'a pas de valeur quand elle n'est pas transformée. Quand on n'a pas coupé le bois, la forêt n'a pas de valeur. Quand on n'a pas fait du bois de chauffe, même le paysan qui vit dans cette forêt ne donne pas une valeur. Aujourd'hui, si on nous dit donner une valeur à un pied de limba, on ne pourra pas le faire. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est sur la base de la performance. Nous sauvegardons nos forêts, qu'est-ce que nous bénéficions en retour? Ça peut être cette performance des efforts pour la conservation, ça peut être nous voulons augmenter la superficie forestière nationale à travers la forestation et le boisement, ça peut être aussi les aires protégées que nous installons dans nos pays. Et donc aujourd'hui, le discours dit que nous ne devons pas conserver pour conserver. La conservation de nos forêts, la forêt, nous la considérons comme une ressource économique. Il faut que ça soit, les ministères doivent veiller à ce que l'économie forestière s'installe. Grâce à nos forêts, nous devons avoir des ressources financières. Les pays ont parlé même de la dette contre nature, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos PIB, nous pouvons comptabiliser nos forêts comme une ressource économique de nos pays, mais en même temps aussi engager nos forêts à travers cette dette que nous avons dans nos pays et aussi lutter contre la pauvreté de nos populations. Les forêts ne doivent pas être là considérées comme une ressource qui doit être mise en cloche. Non, nous ne voulons plus de cela. Nous voulons une forêt qui apporte des paiements pour services environnementaux, ces paiements qui vont venir nous aider à lutter contre la pauvreté. Donc, tous nos pays engagés ici, c'est ce que nous avons dit, l'initiative est du Brésil, mais c'est une coopération sud-sud, tout simplement parce que les mêmes problèmes que nous avons vécus de l'accès au financement jusqu'à ce jour, nous voulons qu'à travers la coopération sud-sud aujourd'hui, nous connaissons les problèmes qui minent les financements qui n'arrivent pas dans nos pays. Le Brésil, qui a l'initiative de ce fonds, va comprendre qu'il faut engager le fonds pour compenser les efforts de préservation des pays du bassin du Congo, tous les pays du bassin du Congo, et aussi des autres massifs forestiers comme le Borne et le Mekong. Donc ici, nous mettons en exergue une coopération sud-sud, parce que nous connaissons les problèmes auxquels nous sommes confrontés, les problèmes de pauvreté, les problèmes de développement de nos États, le problème de la dette publique, et ainsi de suite. Victime de la population. Nos forêts, si nous, la population protège la forêt, si la population fait des efforts, il faudrait que cette population soit récompensée. Et comme les autres mes collègues l'ont dit, il y a eu beaucoup d'initiatives, mais la perception, ou du moins l'impact sur la population est celui-là assez difficile. Et donc nous pensons qu'avec cette initiative, où on s'est dit tout à l'heure que ça doit être une initiative transparente et un impact direct sur la population, c'est ce que la population de nos régions attend. Pour compléter la question d'avant, c'est au niveau des bénéfices de nos populations autochtones. Parce que jusqu'à maintenant, nous n'avions pas
un engagement fort et déterminé et concret. Là, avec cette initiative, on a comme priorité, pour être éligible en tant que pays, de financer un minimum de 20% des fonds pour les populations locales. C'est la première fois. Maintenant, je crois qu'on peut dire que tout ce qu'on met pour les populations locales, peut-être c'est 2, 3, peut-être 5%. Mais maintenant, il y a un engagement pour les fonds à venir et on s'engage pour que ça soit comme ça. Un minimum de 20% pour les populations locales. C'est déjà quelque chose de très important au niveau des bénéfices. Et puis, comme on a parlé d'une initiative, quelque chose de très innovant. Pourquoi c'est innovant? À l'heure actuelle, tous les financements, avec tous les mécanismes qui sont mis en place, c'est peut-être, je ne dirais pas aléatoire, mais ce n'est pas sûr du tout. On peut avoir, on ne peut pas avoir. Mais avec cette initiative, nous avons une possibilité d'avoir des financements à long terme. C'est pour ça qu'on parle de fonds permanents pour les forêts tropicales. Pas seulement un outil pour les pays qui ont participé, mais aussi c'est un mécanisme important pour la coopération sud-sud. Je pense que la ministre a bien dit, c'est important dans ces groupes ici qu'on a le même défi, sont similaires. Nous connaissons notre population, les populations autochtones, comment développer, parce que ce n'est pas vraiment seulement la question de préservation, d'interdit des activités. Non, c'est le contraire. C'est de permettre de développer, de trouver des moyens avec les fonds qu'on a proposés, les moyens justement pour la population, pour les citoyens. Ça, c'est le plus important. La République démocratique du Congo. Pour que ces fonds-là soient effectifs et que nous puissions lever justement les fonds nécessaires pour le pays forestier, l'union faisant la force, le Brésil a demandé à la République démocratique du Congo d'y associer, d'apporter l'information à tous les pays du bassin du Congo. C'est la raison d'être de la présente session. Et il y a eu l'ambassadeur est là, il y a eu les délégués qui sont venus directement du Brésil pour l'annoncer, et vous avez vu les représentants des pays du bassin du Congo, et l'atelier s'intitule aujourd'hui la session d'information et d'appropriation. Donner l'information au niveau régional et que nous devons nous approprier. Et vous allez voir dans la déclaration que nous venons d'adopter, qui va certainement être signée tout à l'heure et lue, nous avons dit que le bassin du Congo demandait l'implication dans les prochaines étapes, c'est-à-dire tout ce qui apporte cadre juridique, cadre organisationnel, mise en œuvre, le bassin du Congo, les pays du bassin du Congo vont faire partie de cette initiative. De la question. Madame la ministre, c'est Radio Catholique de Doumbala. Si on vous demandait d'adresser un parallélisme entre les TFFF et d'autres initiatives prises bien avant, que diriez-vous? Alors, je vais commencer. Je pose ma seconde question pour clôturer. Depuis le début, vous parlez de l'accompagnement du PNUD. En quoi consiste l'accompagnement du PNUD? En quoi consiste exactement cet accompagnement? Le PNUD, je le dirai aussi, moi je le dirai, je commence par là. Le PNUD, c'est une agence d'exécution. Quand il y a des fonds qui sont mobilisés, la mise en œuvre, nous les travaillons avec le PNUD. En cours, c'est ce que je peux dire. Alors, la différence entre les fonds. Je vais commencer, pas parler en termes de fonds, mais des initiatives. Je commence d'abord par l'ARED+. L'ARED+, je prends que le volet de crédit carbone. C'est une démarche très fastidieuse, même si elle est bénéfique. Il y a des conditionnalités. Pour accéder au fonds carbone, il y a la condition, il ne suffit pas d'avoir les forêts, il faut d'abord avoir une superficie des forêts cernée et qu'on met les forêts en programme. La mise en forêt en programme signifie les développeurs du projet qui est propriétaire d'une concession va procéder à ce qu'on appelle les CLIP, les consentements libres et préalables de la population pour dire nous voulons que notre forêt soit mise en programme.
Deuxièmement, va signer des clauses sociales avec la population. En échange de mettre nos forêts en programme, c'est-à-dire leur donner l'information des conservations, des préservations des forêts. Vous allez continuer à utiliser votre forêt, mais de manière résiliente. Ne plus mettre du feu, avoir respecté les plans d'aménagement, ne plus, par exemple, à la chasse, utiliser la chasse avec des fusils, donc arrêter les braconnages, etc. Avoir une forêt tampon qui aide la population pour l'agriculture, pour l'utilisation des bois comme énergie, en vue de préserver, de diminuer la pression à la forêt primaire. Tout ça, ce sont des conditionnalités. Et aussi, les développeurs de projets devra tenir compte de son investissement à donner des ouvrages sociaux à la population qui permettent à la population d'accéder aux soins de santé, à l'éducation, route de dessertes agricoles, accompagnement de l'agriculture, sans devoir détruire la forêt en utilisant la forêt à outrance pour la survie. Ça, ce sont des conditionnalités. Ensuite, viendra maintenant les experts pour venir procéder à ce qu'on appelle inventaire. Et faire l'inventaire de cette superficie-là, quelle est la capacité réelle d'absorption de pollution par ces forêts en termes d'espèces d'arbres, en termes d'âge d'arbres et l'extrapolation par hectare jusqu'à voir si c'est 300 000 hectares. Ça prend du temps, ça peut faire 2 ans, 3 ans, vous êtes dans ces processus-là. C'est alors à la fin qu'il y aura une contre-vérification de tous ces préalables et on va maintenant prendre ces carbones qu'on va identifier, on les met dans une registre, on les certifie, on va vers le marché des crédits carbone. Ça peut prendre autant d'années. Et lorsque les bénéfices, lorsqu'on va terminer à vendre, l'investisseur ou les développeurs et l'État congolais aussi tient compte de la communauté locale, de la province et de l'institution qui accompagne la mise en forêt en programme. C'est fastidieux. Alors, mais on trouve des bénéfices en termes de millions. Vous prenez maintenant les cas de paiement, le PSE, le paiement pour les services environnementaux. Ça, c'est à moindre échelle. Vous allez vers les communautés, les ménages, par ménages qui vont briller dans la performance en termes de reboisement, ou d'afforestation, ou de conservation des forêts, ou de l'utilisation durable des forêts. En termes de ménages, il y aura des calculs qui vont être effectués. C'est aussi facilité. Et à petite échelle, les ménages vont avoir des primes d'encouragement, des paiements pour les services environnementaux. Et maintenant, les cas de fonds verts, par exemple, les fonds verts, ce sont des financements donnés dans le cadre de l'aide au développement, comme le fonds CAFI, c'est l'aide au développement, la responsabilité des pays pollueurs. Parce que la lutte contre le réchauffement de la planète, la lutte contre la pollution est collective. Hein, c'est pour tout le monde, mais c'est différencié selon que l'on est pollueur ou pas. Par principe de pollueur-payeur, tous ces pays pollueurs mettent la main dans la JBC, mais là, dans un couloir ou dans un véhicule de l'aide au développement, le fonds vert, le fonds CAFI ou d'autres fonds dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale, et c'est conditionné, n'est-ce pas? La main qui donne a toujours été supérieure à celle qui reçoit, quand bien même cette main est responsable des pollutions, n'est-ce pas? Alors, maintenant, pour accéder à ce genre de fonds, c'est difficile. Il y a beaucoup de conditions. J'étais pendant la session en train de dire ici, il y a des conditions du genre respect des droits de l'homme, intégration de la minorité, tenir compte, je ne sais pas de quoi, y chose, vous connaissez toutes ces batteries de conditions. Ici, pour le Tropical Forest Forever Facility, c'est dans le cadre de la coopération sud-sud. C'est le cadre de nous-mêmes, pays forestiers, nous-mêmes, nous avons pris conscience que nos forêts constituent aujourd'hui la manne pour sauver l'humanité. Au lieu d'attendre que les gens viennent nous diriger, nous-mêmes nous allons gérer pour tenir compte des besoins de nos populations. Parce que nous-mêmes nous y vivons, nous connaissons nos propres besoins. Ce n'est pas une autre personne qui vient d'ailleurs qui va nous dicter ce que nous voulons. Alors, le Brésil, un pays forestier, a pensé à cela. Et c'est ce que son Excellence, Madame la ministre Matondo venait de dire, nos chefs d'État ont dit désormais nos pays ne vont plus négocier en parents pauvres. Parce que quand nous allons dans des programmes comme des institutions de Bretton Woods, on dit on va aider les pays pauvres. Alors qu'en réalité, nous ne sommes pas pauvres.
Nous avons les forêts, nous avons les ressources en eau, nous avons les minéraux, nous avons tout ce qu'il y a comme biodiversité, tout simplement parce que c'est en termes de potentialité. Ce n'est pas transformé en richesse sonnante et trébuchante, du coup, on devient pauvre. Alors que dans le mécanisme financier à travers le monde, il existe ce qu'on appelle des garanties, des cautions. Pourquoi ne pas considérer nos forêts, cette richesse-là, comme étant une caution? Par exemple, l'absorption des pollutions par tonne, par hectare, par tonne de carbone, ça coûte combien? On peut le quantifier, même si on n'a pas encore vendu. Par exemple, une biche, un okapi, un chimpanzé, un bonobo, à quelle valeur dans nos forêts? Nous en avons combien? Les perroquets gris, nous en avons combien? On peut les quantifier. Le minerai qui se trouve dans notre sous-sol, nos pétroles, on peut les quantifier. On peut avoir un chiffre, donc transformer nos potentiels en chiffres et le mettre dans notre produit intérieur brut. Parce que justement, ce sont des produits intérieurs bruts. Et brandir cela dans le marché, c'est un pays à autant, avec comme garantie nos forêts. Nous avons les forêts que nous sommes en train de transformer. On a des hypothèques, on donne des hypothèques, des garanties bancaires. Exactement. Alors le TFF, c'est cette démarche-là pour cette fois-là de gros montants. Le barrage d'Inga est en train de souffrir aujourd'hui pour devoir le booster. Combien de fois nous n'avons pas fait des programmes avec différentes organisations internationales? On nous dit toujours qu'on ne veut pas prêter à la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays à haut risque, nous sommes un pays pauvre et très endetté, on ne saura pas les gérer. Alors que nous ne sommes pas pauvres, nous ne sommes pas pays à haut risque. Il y a des gens qui viennent ici main vide, qui investissent et qui deviennent des millionnaires. Donc par rapport à nos ressources, désormais, ces ressources-là, nous allons les quantifier dans les cadres donc, des TFFF. On les quantifie de manière chiffrée et il y aura des banques privées. C'est pourquoi il y a l'intégration des privés qui vont venir financer autant comme on finance la construction d'une route et après d'une autoroute et après avec les péages, vous récupérez votre mise. Si vous financez la construction de nos ouvrages ici, avec la vente de crédits carbone, avec notre tourisme, dans nos forêts, nous avons des ressources naturelles, nous allons devoir rembourser ces fonds-là. Et c'est ce qu'on appelle des fonds souverains. Ça sort dans le cadre de l'aide humanitaire, c'est là dans le cadre de l'objectif 17 de développement durable, des partenariats gagnant-gagnant, où nous allons parler d'égal à égal. Vous avez l'argent, vous avez l'expertise, nous avons la ressource naturelle. Voilà le TFFF, c'est que ça signifie. L'accompagnement technique du PNUD, qui se situe, je dirais, à 3 niveaux. Le premier, c'est une assistance technique, comme on l'avait déjà mentionné, qui va concerner le bassin du Congo, également le Brésil, en tenant compte des réalités, bien sûr, locales et sous-régionales et régionales. Le deuxième niveau se situe au niveau de ce que nous avons mentionné tout à l'heure, les questions de complémentarité, mais aussi de synergie avec les mécanismes financiers existants. C'est également un travail d'intégrateur que le PNUD aura à jouer comme rôle au niveau de notre rôle dans ce processus. Et enfin, c'est de travailler avec les pays du bassin du Congo et du Brésil également pour l'accompagnement à la COP 30 à Berlin. Merci. C'est ce que je voulais dire. Merci. Voilà, leurs excellences, en tout cas. Peut-être que le ministre, il n'y a pas une conclusion. C'est bon? Voilà, leurs excellences.